Salut, je suis Tama et bienvenue dans Nouvelle Naissance, le podcast où se mêlent récits de vie et murmures de l'âme. Abonnez-vous, je vous embarque dans un voyage intime vers la renaissance de soi où chaque épisode est une source d'inspiration et de réflexion pour nourrir votre quête de sens et d'évolution personnelle. Hello beauté, bienvenue dans ce 11e épisode. J'ai dépassé la barre des 11 hier, je peux quand même me féliciter car ce sont des mois de travail à être là, on s'enregistrer et produire du contenu. Je me rappelle lorsque je commençais, je disais que la majorité des podcasts ne duraient pas plus de 7 et 10 épisodes. Tellement c'était demandant et je confirme, mais je suis là, je suis sur la bonne voie. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous partager, donc je ne compte pas m'arrêter maintenant. On verra ça l'année prochaine pour la suite. Mais en attendant, je vais continuer et notre rendez-vous bimensuel. Et à ce propos, d'ailleurs, je voudrais vous remercier encore pour tous ceux qui m'écoutent, pour ceux qui partagent mes épisodes, pour ceux qui s'abonnent. Merci pour les commentaires, vraiment, les encouragements privés ou publics que je reçois. Ça me fait très plaisir et ça me réconforte pour la suite dans ce que je fais. C'est le seul moyen, comme vous vous en doutez, que j'ai de pouvoir vérifier un peu la portée de ce que je diffuse. Alors, je vous dis un grand matondo. Donc, merci beaucoup. Donc, après cette belle déclaration d'amour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'a marqué particulièrement. Et je dirais même qui est à l'origine inconsciente de cette émission. Et le plus curieux, en fait, c'est que parmi la liste des sujets, je n'avais pas mis ça dès le départ, mais c'est en cours de route que l'idée m'est venue. Et je me suis dit, non, c'est évident. Mais de toute façon, j'en aurais quand même parlé d'une certaine manière parce que tellement c'est important, en fait, c'est le début du commencement. C'est le voyage qui m'a permis que je sois là, en ce moment, en train de vous parler. Un voyage à travers lequel je me suis reconnectée à moi-même. La deuxième vraie nouvelle naissance que j'ai vécue en toute conscience et connaissance de cause. Car je dirais que la première, c'est lorsque je suis venue au monde, sur le plan biologique, on va dire ça comme ça. Mais il y en a eu d'autres aussi, des petites naissances mineures, mais je ne les compte pas vraiment. Je parle ici donc de ce qui m'a transmuté radicalement. Et pourquoi je voulais parler de celui-là ? Parce que pour ceux qui sont chrétiens, je l'identifiais à la nouvelle naissance de Nicodème. À l'époque, j'étais en quête de Dieu quand je priais beaucoup. La Bible et moi, ça faisait moins de 2, en fait, dans l'évangile de Jean. Nicodème, la petite histoire, c'est que c'est un pharisien. Il était parti trouver Jésus pour poser des questions sur son enseignement et sa mission. Donc il va à la rencontre de Jésus et Jésus lui explique qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc Nicodème, il est surpris, il ne comprend pas. Il se dit, mais comment un homme de mon âge, là, un papa comme ça, peut encore ressortir du ventre de sa mère ? Et Jésus lui clarifie, il lui dit, mais non, mais la nouvelle naissance, c'est pas au sens physique, c'est une métaphore, c'est une nouvelle naissance spirituelle. À travers cette nouvelle naissance-là, il parlait de la nécessité de naître d'eau et d'esprit. Bon, c'est un petit clin d'œil au baptême aussi, associé à la purification à travers l'eau, le lavage. Mais bon, je ne vais pas trop détailler ici par rapport à l'eau et ses vertus. Peut-être une prochaine fois. Mais en gros, vous devez comprendre que cette nouvelle naissance en question fait référence à un processus de transformation intérieure. Donc tu nais de nouveau comme un papillon qui passe d'un état à un autre. Et là, vous dites, oui, mais c'est-à-dire, en principe, dans la vie, chaque événement nous transmute. Et on ne s'en rend pas toujours compte, vu que nous sommes tellement pris par le quotidien. La personne que vous étiez hier, en théorie, n'est pas la même personne que vous êtes aujourd'hui. Car il y a eu, entre-temps, de nouvelles informations que vous avez décodées et enregistrées. Ces informations-là sont en vous, en fait, dans votre ADN, et ça a modifié déjà votre structure génétique. Et ainsi de suite. Chaque jour, vous devenez une nouvelle personne. Vous avez emmagasiné de nouvelles informations, vous avez vécu de nouvelles expériences, et ça continue comme ça. Vous voyez, comme un avatar dans un film ou dans un jeu vidéo. Il y a de plus en plus de pouvoir à travers ses missions, à travers ses épreuves. En fait, il devient de plus en plus puissant, il devient de plus en plus stratège, et ainsi de suite. Vous avez de nouveaux outils. Donc, vous réalisez que vous n'êtes plus pareil. En fait, on n'est pas pareil chaque jour, en théorie. C'est pas pour rien qu'on dit d'ailleurs que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Puisque tu as survécu, donc tu as dépassé l'épreuve en fait. Sinon, tu serais mort. Et là, c'est game over. Alors, le lien avec la redécouverte de soi et le voyage. Vous savez, en général, on se connaît déjà un peu à la base. Au cours de la vie, nous vivons différentes expériences qui nous marquent et nous amènent parfois à nous redécouvrir une deuxième fois ou une troisième fois. En fait, de nouvelles facettes de nous que jusque-là enfuies, qu'on redécouvre parfois. Et on est même surpris, positivement comme négativement, de nous-mêmes. Car en quelque sorte, on ne se connaissait pas comme ça. Mais se redécouvrir, ça reste une belle chose. Parce que la vie, c'est un processus évolutif. Les changements sont inévitables. Sinon, c'est de la stagnation. Vous voyez,
tu peux pas réellement stagner dans la vie. En fait, être dans l'immobilité. Parce que l'immobilité conduit à la mort. Je m'explique. Là, par exemple, vous êtes vivant. Mais c'est tout un organisme qui fonctionne sur le plan biologique. Ça tourne là-dedans, là. Le cœur, les poumons, le sang, bref, c'est ça être vivant. Mais même quand vous dormez, justement, ou quand vous êtes dans le coma, vos organes vitaux, ils sont toujours actifs. À quel moment, à l'intérieur de vous, c'est en pause? Lorsque le courant électrique et votre électromagnétisme n'est plus, mais c'est quand vous êtes mort. Donc c'est l'arrêt complet de tout sur le plan biologique. C'est pour ça que je parle d'un processus évolutif. C'est ça la mort, l'arrêt complet de tout. Donc vous voyez que sur le plan biologique, ça ne s'arrête jamais. En fait, tant qu'on est vivant, ça continue de bouger, ça continue d'être en mouvement. Ça circule. Donc qu'on soit conscient ou non, on avance et nos cellules vieillissent. Bon, c'est une petite parenthèse qui sera développée dans l'épisode à venir où je parlerai plus en détail de ma compréhension de la mort. Mais si j'en reviens à la redécouverte de soi, c'est pour comprendre que c'est un processus introspectif par lequel on passe un peu tous à certains moments de notre vie. Ça permet de réévaluer ses valeurs, ses croyances ou encore ses passions. Et je dirais même surtout son identité. Avec la vie de routine de tous les jours qu'on mène, on oublie parfois certains détails. Et c'est seulement quand on sort de notre train-train, comme on dit, notre bulle, que l'on voit autre chose, parce qu'on prend de la hauteur en fait. Et vous voyez, c'est comme lorsque vous êtes dans l'avion et que ça décolle. Tout devient de plus en plus petit. Vous voyez ce moment-là quand ça part, pour ceux qui ont déjà voyagé. Et quand l'avion commence à décoller, mais vous voyez que les routes, les chemins, les maisons, les bâtiments, mais c'est comme si tout devenait comme des jouets, quoi, des Playmobil. Alors que avant ça, quand vous étiez à la même échelle, si je peux dire ça comme ça, c'était pas pareil. Le rapport avec les choses n'était pas le même. Et franchement, à chaque fois que je suis dans l'avion, je guette par la fenêtre. J'adore ce moment. Je suis fascinée à chaque fois, jusqu'à atteindre les nuages là. Et c'est vraiment magnifique. Donc vous comprenez qu'à travers tout ça, je me suis dit non, il fallait que je parle de ça, pas des nuages. Je parle vraiment du voyage là. Et puis, je voudrais quand même distinguer les voyages en question, sans trop les classifier, mais je dirais qu'il y a comme deux types de voyages. D'un point de vue général, il va y avoir les voyages qu'on va faire par choix, par exemple, par plaisir, du genre tourisme, faire le tour du monde, aller découvrir, je sais pas moi, tel endroit. On va prendre un break et on va faire le tour du monde en famille ou en solo, ou on va faire ses études à l'étranger, ou on va travailler dans un endroit donné parce qu'on a envie de découvrir autre chose. Bref, en fait, on a un peu choisi. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, ça va être le voyage qu'on subit. Bon, là, qu'on subit, c'est par exemple lorsque vous étiez petit, en tout cas lorsque vous n'étiez pas en mesure de décider, mais vos parents ont par exemple voyagé ou votre famille et puis vous deviez les accompagner. Donc là, vous n'avez pas le choix, vous avez un peu subi ce voyage-là. Même si après ça s'est bien passé ou autre et que vous avez aimé, mais là, je le prends comme un voyage que vous subissez, pas quelque chose que vous avez choisi. Parce que on va dire que normalement, vous n'aurez pas pris cette décision vous-même. Puis, il va y avoir aussi tous les autres voyages qu'on fait dans un cadre plus ou moins oppressant, un contexte politique, social, on va dire compliqué. Donc, parce que, je sais pas, vous exercez un métier qui fait que vous avez des représailles ou vous fuyez une situation politique compliquée. En tout cas, vous avez besoin vraiment de partir, pas par choix, mais parce que c'est la galère. On va dire ça comme ça. Parce que, bon, il y a la guerre où vous devez partir, vous êtes militant, vous êtes traqué pour vos opinions, bref. Donc ça, c'est, on va dire, le deuxième type de voyage. Mais je ne vais pas parler de ça parce que ce n'est pas ce qui me concerne ici. Ce que je vais développer, c'est le voyage de type 1. Bien que de toute façon, dans les éléments que je vais aborder, il y a des choses qui vont se retrouver dans les deux, parce qu'en réalité, ils sont quand même un peu complémentaires. C'est juste que la motivation, on va dire, la raison de départ n'est pas la même pour les deux. Donc, il peut y avoir des nuances, mais je pense que ça se rapproche quand même un petit peu. Donc, si j'en reviens un peu à moi, une des raisons qui ont fait que je parte, c'est que j'avais un désir profond de partir. Voilà, depuis que j'étais au lycée, donc la fin de mon secondaire, je voulais partir et je faisais mes prévisions. Donc à ce moment-là, j'étais en France, je vivais avec mes parents, je faisais ma petite vie. Mais déjà très jeune, je voulais faire des démarches pour partir, mais ça n'avait pas abouti, ça n'avait pas marché, malheureusement. Donc une fois dans les études supérieures, c'est là que j'ai vraiment décidé de sauter le pas. Avant ma maîtrise, donc le master, il fallait absolument que je parte. Je ne saurais pas vous décrire la sensation à l'origine de ça, mais je peux vous dire juste que c'était plus qu'un désir, en fait c'était une nécessité. Déjà plus jeune, à l'adolescence, parfois je me sentais pas à l'aise dans mon environnement.
Comme si je me demandais, mais qu'est-ce que je fais ici? Comme si tu viens d'ailleurs, d'une autre époque, voire même d'une autre planète. Des fois, les choses de la vie, hein, tu t'ennuies, tu te dis, mais bon, je vais essayer de comprendre un peu les choses, comment ça fonctionne. Mais il y a quelque chose qui te fait sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, comme si tu te demandais, est-ce que je suis bien de ce monde? Est-ce que je suis bien d'ici? Attends, faut que je vérifie. Peut-être c'est une erreur. Donc, peut-être que je devais atterrir ailleurs, hein, je sais pas, mais là, je me posais beaucoup de questions. Et il fallait que j'aille à l'aventure, mais je savais pas ce que j'allais trouver, mais je voulais juste partir. Donc, je devais d'abord comprendre pourquoi je me trouvais à cet endroit avant de poursuivre mes études et ma carrière en paix, parce que de toute façon, je ne savais même pas trop ce que je voulais faire en fait. J'étais pas certaine. Je ne pourrais pas dire assurément que c'est parce que j'ai quitté mon pays d'origine, donc j'ai quitté le Congo, mais indirectement, je sais qu'il y a quand même un petit lien. Et pourtant, lorsque je voulais partir, c'est pas forcément que je voulais rentrer dans mon pays, hein, non, je voulais juste partir, quitter là où j'étais. Donc, je voulais partir, je crois même en Australie, je me rappelle. Je voulais partir loin, je voulais prendre de la distance n'importe où, mais à un endroit où j'allais être encore déracinée. J'étais déjà déracinée, mais là, je voulais être encore un peu plus déracinée pour peut-être me re-raciner à nouveau. Voilà, je voulais partir. Et le plus curieux, c'est qu'à travers mes stages, hein, mes différentes expériences étudiantes, j'ai réessayé de partir entre-temps, mais ça n'avait pas fonctionné, ça ne marchait pas. C'est arrivé en licence, en baccalauréat, en 3e année. Là, j'ai dit non, il faut vraiment que je parte. C'est l'opportunité ou jamais de faire une césure. Et là, j'ai fait ma césure. Et pourquoi je voulais partir en fait? Parce que je pense que derrière, il y avait un désir de retrouver son identité réelle. J'étais en quête. J'étais dans une phase où je me cherchais beaucoup. Je pense qu'on a tous un peu vécu ça. Une période où on se pose certaines questions. J'étais une jeune fille, un peu comme tout le monde. Je vivais ma petite vie. J'avais quelques amis, donc superficiellement, ça allait bien. J'allais à l'église, comme j'ai grandi dans une famille chrétienne. Puis, il est arrivé ce moment où je me posais des questions existentielles. Pourquoi j'ai cette vie, hein? Jeune fille noire que j'étais, la condition des gens de ma communauté, le regard des autres, tout ça, ça m'intriguait. Donc, sans oublier qu'en même temps, je cherchais aussi Dieu profondément. Je priais beaucoup, je lisais la Bible en profondeur, en pensant que j'allais avoir des réponses, que des réponses en sortiraient. Mais intérieurement, je ressentais encore un peu un vide, un petit vide. Et ce vide grandissait. Dans l'adolescence, il fallait que je le comble. Puisque la nature a horreur du vide, il faut combler ce vide-là. Mais en dépit de tout ce que je faisais, ça donnait pas grand-chose. Donc c'est vers la fin de mon secondaire, le lycée, ça me travaillait. Et c'est à partir de là que voilà, ça atteint son paroxysme. Et je cherchais des signes. J'étais à la recherche de messages, de signes de Dieu, par exemple pour m'orienter dans mes choix. Vraiment, j'étais dans la posture d'attente et de réceptivité. Mais comme vous vous en doutez, hein, la perdition ne vient jamais seule. Dans toute cette quête spirituelle et d'éveil, j'ai été confrontée aussi à beaucoup d'incompréhension autour de moi. Parce que quand tu traverses souvent cette phase un peu de tempête, tu rentres parfois en opposition avec des amis, avec des proches. Et je me rappelle, j'étais parfois en opposition avec mes parents. Ils ne comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. Ils peur que je me fasse endoctriner, que je sois limite dans des trucs bizarres. Donc, du mal un peu à comprendre mes directions. Mais ça ne m'a pas arrêtée, bien sûr, hein, j'étais déterminée. J'ai poursuivi cette quête identitaire et spirituelle. Vu que je n'arrivais pas à avoir des réponses malgré ma foi, pire encore, en fait, ça créait juste de la confusion dans ma tête et plein de questions que je me posais. Donc, malgré que j'essayais de comprendre le rapport entre ma foi, entre la religion et la science de tous les jours que j'avais appris, que ce soit à l'école ou à côté, je ne trouvais pas spécialement des rapprochements. Je cherchais à faire des liens historiques qui pouvaient justifier un peu le présent, le passé, mais rien n'y faisait. Voilà, je voyais bien qu'il y avait des limites dans ce que je lisais par rapport à la religion et que ça ne pouvait pas tout expliquer. Donc, j'ai commencé à chercher ailleurs. Donc ça, c'est le contexte général, hein, pour que vous compreniez un peu, parce que je voulais le préciser pour que vous puissiez mieux comprendre la suite, l'état d'esprit dans lequel j'étais une fois que je suis partie. Avec tout ce contexte un peu de recherche et de quête, je décide, après ma 3e année post-bac, de faire une césure, donc de prendre une pause et de voyager. Donc j'ai pu m'organiser pour intégrer cette césure dans mon cursus universitaire en préparant un diplôme de solidarité internationale. Et je devais suivre une formation en préparation avant de m'envoler vers la destination de mon choix. Enfin, du moins là où j'allais trouver un stage, parce qu'il fallait que je fasse un stage à l'étranger. Donc pour ma césure, je voulais, comme toute bonne étudiante francophone, améliorer mon anglais et mon espagnol. Et j'avais trouvé un organisme au Nicaragua qui allait me permettre justement de perfectionner les 2 choses que je voulais.
Donc tout se passait bien, j'étais en contact avec eux, j'allais finir par demander mon visa. Sauf que 2 mois avant, panique. Je reçois un mail qui me dit qu'ils sont désolés et qu'ils ne pouvaient plus m'accueillir. Donc là, c'était le choc. On était rendu à la fin de l'été, je suivais ma formation, je m'étais inscrite nulle part d'ailleurs pour mes études en France. Donc j'avais pas vraiment de plan B en fait. Je pouvais pas retourner à la fac. Je voulais tellement partir que j'avais pas anticipé des inscriptions potentielles. Mais pas parce que j'étais désorganisée, c'est parce que je voulais partir. Je ne pouvais pas rester. C'était impossible. Et donc, sans compter que je voulais pas m'aventurer dans un cursus universitaire où j'allais regretter. Je savais que j'avais besoin d'abord de prendre une pause. Je voulais pas aussi rentrer dans le marché de l'emploi tout de suite. Donc, tout ce que je voulais, c'était partir de ce pays. Donc, j'étais déçue, je comprenais pas. Et en même temps, en parallèle, je me rappelle qu'il y avait une association communautaire en Équateur qui recherchait aussi des volontaires. Mais moi, ça m'intéressait pas parce que je voulais aller améliorer mon anglais et mon espagnol. Eux, ils parlaient que espagnol. Moi, j'avais mon plan. Je voulais faire d'une pierre deux coups. En tout cas, quand j'ai vu l'opportunité, je me suis dit, c'est bon, ça, c'est pour moi. Donc, j'ai réécrit à l'organisme au Nicaragua pour essayer de comprendre, pour insister, en fait, pourquoi vous voulez plus de moi, quoi. Je voulais comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Pas de réponse. En fait, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, je sais pas, ils avaient plus de financement? Est-ce que ça s'était mal passé sur place? Ou je sais pas, peut-être. Bref, j'avais imaginé tellement de scénarios pour justifier un peu leur attitude, tellement j'étais choquée. Mais rien à faire. Pas de réponse, donc j'étais un peu déboussolée quand même. Mais je voulais pas rester sur ça. Je me suis dit, bon, de toute façon, il y a un autre organisme, je vais me rapatrier un peu sur ce plan B qui était apparu, donc l'Équateur. Alors commença les échanges avec eux. Tout allait bien, ils me faisaient comprendre qu'ils voulaient que j'arrive, qu'ils avaient hâte que je vienne pour passer justement les mois avec eux. Bon, j'étais restée un peu sur ma faim quand même, l'enthousiasme n'était plus le même qu'au départ, mais je voulais quand même partir. Donc je fais mes démarches administratives, tout s'est bien passé et me voilà qui part vivre presque 1 an en Amérique latine. Une des choses, vous savez, qu'on ne peut pas ignorer quand on voyage, c'est bien évidemment le choc culturel. Je sais que certains le vivent parfois au retour de leur séjour, mais moi, c'était dès l'aéroport. Déjà, je me rappelle la chaleur, la température. En fait, j'avais ressenti un choc énergétique. Ah oui, il faut que je précise aussi que je n'étais pas retournée au Congo depuis que j'étais arrivée en France. Donc, ça faisait déjà, je pense, 8 ans, quelque chose comme ça, que je n'étais pas rentrée. Mais étrangement, j'ai eu l'impression que j'y étais. Et c'était franchement incroyable. Après, c'est vrai que géographiquement, les deux pays sont un peu au même niveau, au niveau de la ligne, l'équateur. Le climat, l'ambiance, mais j'étais un peu sonnée. En fait, c'était presque pareil. Et j'avais cette sensation incroyable de me sentir comme chez moi. J'étais de retour. J'étais à l'autre bout du monde, mais ouais, j'avais l'impression que j'étais de retour. Et franchement, j'avais adoré ce moment. Cette sensation de retrouvailles qui commençait, c'est comme si j'étais de retour à la maison, quoi. Vraiment, j'ai des frissons même pendant que j'en parle. Mais voilà, ça c'était la première chose qui m'avait marquée. Et pourtant, j'étais sortie de ma zone de confort, c'est-à-dire que tout aurait pu être différent et même parfois désagréable. Mais non, là, je me sentais comme à la maison. Et c'est ça un peu le premier message que je voudrais vous transmettre. Le voyage, il nous oblige à quitter nos routines familières, à affronter l'inconnu, mais ça peut éveiller des souvenirs et parfois des mémoires enfuies, et jusqu'à même révéler des aspects de votre personnalité que vous ne connaissez pas. Et ça peut vous pousser justement à vous adapter à de nouvelles situations. Donc là, de toute façon, il faut s'adapter, il faut faire avec. Puis, sans oublier aussi que l'état d'esprit qu'on a quand on voyage, c'est un peu un état de déconnexion, parfois même de solitude, fait qu'on n'arrive plus à ressentir un peu les choses. Moi, c'était vraiment un sentiment de paix, quoi, d'harmonie. Mais ça dépend aussi de l'endroit où vous allez. Surtout quand vous allez dans un endroit où vous êtes beaucoup en contact avec la nature, vous pouvez ressentir vraiment cette connexion, cette fusion avec le milieu. Je me rappelle, j'avais eu des vacances pendant mon séjour et j'étais partie en visite à une amie qui habitait dans une autre région du pays. Et dans tout le trajet, il fallait traverser la cordillère des Andes. Et c'était dans le bus. J'ai roulé, je pense, pendant des heures. On était à plus de 2000 mètres d'altitude. Mais le peu que je voyais par la fenêtre, franchement, laissez-moi vous dire que c'était d'une beauté. Je n'avais jamais ressenti ce sentiment de paix et d'harmonie avec la nature. Et pourtant, je n'étais pas quelqu'un qui aimait les randonnées, la marche dans la nature. Non, pas du tout. J'étais une fille de ville. J'ai grandi en ville, quoi. Mais moi, en fait, je ne comprenais pas pourquoi ça m'émouvait comme ça. Tellement j'étais bien, j'en avais même les larmes aux yeux.
Et il n'y avait rien, hein, juste des montagnes, de la végétation. On était dans la nature, sur la route. Mais le lieu était tellement apaisant, en fait. C'était la beauté du paysage. J'étais émerveillée. Et vraiment, ça faisait du bien à l'intérieur. Après, c'était la première fois que j'avais ressenti ça aussi. Je savais que la nature avait des bienfaits, mais pas à ce point. En fait, ce que j'ai ressenti, c'était pour la première fois de ma vie. C'était fort, c'était intense. Et dans un bus en plus. Alors, imaginez si j'avais sauté par la fenêtre. Je pense que j'aurais fusionné même avec les esprits de la forêt, tellement c'était apaisant. Mais tout ça pour dire que l'endroit était rempli d'énergie de paix. Et aujourd'hui, j'ai compris aussi qu'on parle d'ions négatifs. C'est ces ions-là qui se retrouvent souvent dans ce genre d'endroit. Il y a les ions positifs qu'on va plus retrouver au centre-ville, dans des endroits un peu plus pollués, plus urbains, puis dans des espaces plus naturels, plus purs au niveau de l'atmosphère. Mais il y a des ions négatifs et ces ions-là, justement, contribuent à faire en sorte que on se sente bien. En fait, ça renforce le sentiment de bien-être. Ça a développé même une sensibilité à la nature que j'avais pas. Et de toute façon, avec le paysage que j'ai vu dans ce pays, le rapport que j'ai eu à la nature, à l'eau, il y avait des volcans de loin magnifiques, des volcans très hauts, hein, très puissants, qu'on voit des fois juste à la télé. Ça renforce en fait cette connexion à la nature et à l'environnement. Donc voilà déjà un autre élément que je tiens à souligner. En fait, voyager dans des environnements naturels, ça peut offrir des réels sentiments de paix, voire même de la clarté mentale. Ça favorise une connexion plus profonde avec soi-même. Un deuxième élément qui interpelle dans le cadre des voyages, c'est bien sûr les interactions avec les personnes et les cultures en fait qu'on rencontre, qui sont différentes. Curieusement, j'étais dans un pays différent, mais les habitudes culturelles, les interactions sociales étaient comme celles que je connaissais en Afrique. C'est là que j'ai réalisé en fait que je me sentais comme chez moi, parce que ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais connu auparavant. Et ce qui n'est pas faux en soi, hein, quand on connaît en plus l'histoire de ces pays en Amérique latine, on comprend vite l'impact déjà de la culture africaine qu'il y a eu là-bas à travers la présence justement des afro-descendants. Donc j'ai commencé à faire des connexions comme ça petit à petit pour comprendre ce qui m'arrivait. Parce qu'il faut savoir que c'était la première fois aussi. Je connaissais un peu l'histoire, voilà, j'avais des échos, mais être sur place, c'était différent. Là, je le voyais de mes propres yeux. Donc, il peut se passer beaucoup de choses lorsque l'on voyage, et surtout à travers les interactions qui peuvent être très enrichissantes. Pour certains, même le fait d'avoir voyagé leur a permis de rencontrer l'amour de leur vie. Hein. Pour d'autres, des opportunités professionnelles, des relations amicales. Donc en général, en fait, ces interactions nous poussent à élargir notre perspective, notre compréhension du monde, notre rapport à l'autre. Et pourquoi pas même nous aider à mieux comprendre qui nous sommes en dehors de notre contexte habituel. Parce que là, on se confronte au regard de l'autre. Mais c'est pour ça que justement, ça ne veut pas dire que c'est toujours simple. Hein. Là, voilà, c'est un peu joli, mais on se retrouve parfois confronté à l'autre qui est différent de nous et qui parfois peut avoir du mal à nous comprendre. Donc, être confronté à l'autre, c'est aussi pouvoir ajuster sa façon de voir les choses, ajuster ses croyances en fait, puisqu'on est dans un contexte différent. Et plus encore, je me rappelle, parmi mes missions de stage, on me confronte à ceux qui sont issus de ma communauté, donc une communauté mélanoderme. Et l'organisme dans lequel j'étais avait 2 sites. Un site au centre-ville, et donc dans un quartier un peu plus favorisé, et un deuxième site qui se trouvait dans un quartier un peu plus défavorisé, comme par hasard, où vivaient principalement des afro-descendants. Et j'apportais, moi, à travers mon rôle, en fait, du soutien administratif, pédagogique, j'étais un peu sur tous les fronts. Et là, en plus, on me demande de monter un spectacle artistique à la connotation africaine. Donc sur le coup, j'avais pris un peu comme un pic. Je me suis dit, mais tiens, je ne suis pas venue pour ça. On m'en a même pas parlé. Pourquoi on me demande ça? Donc je m'étais demandé, est-ce que c'était à cause de ma couleur de peau qu'on m'avait associée à cette tâche-là? J'ai trouvé ça un peu réducteur, quoi. Je me suis dit, mais c'est vrai que oui, j'aime la danse, je pratique. Mais de là à en faire une mission dans mon stage, une tâche, quoi, je me demandais pourquoi. Donc ils voulaient que je démystifie en fait la culture africaine auprès des jeunes, et comme des adultes en fait, mais surtout des jeunes. Donc, ils voulaient que moi, je le fasse. Alors, imaginez, moi-même, déjà, à ce moment, je me cherchais. Je me déconstruisais même sur certains plans spirituels, historiques. Et voilà que je devais aider d'autres personnes à se retrouver par rapport à la culture en question. Encore une fois, remise en question, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre? Sans compter que je n'avais jamais mené des activités de ce genre, hein, avec un grand groupe de personnes comme ça. J'animais des classes, oui, mais pas à ce niveau. J'avais des cours de langue, j'encadrais des enfants, des jeunes, je devais monter une choré, fait que tout ça, c'était quand même un peu d'appréhension.
Mais en même temps, je me suis dit, je suis là, j'ai pris mon courage à deux mains. Je m'étais déjà impliquée et investie. Refuser, c'était comme gâcher une opportunité qu'on me tendait. Parce que c'était donnant-donnant, hein, c'était dans les deux sens. Ils avaient des attentes à mon égard, je n'allais pas reculer comme ça. Alors je me suis dit que j'allais dépasser cette barrière-là, j'allais dépasser mes jugements et que j'allais le faire. Parce que dans le fond, eux, ils voulaient pas me vexer, même si leur choix était motivé par rapport à ma présence, mais ils le voyaient comme une opportunité. Pour eux, c'était une chance d'avoir une Africaine sur place. Ils allaient mieux comprendre l'Afrique, ils se disaient que ah, c'est super. Mais moi derrière, c'est pas ce que je me disais. Moi, quand je venais, j'étais pas venue dans cette idée-là. Mais j'acceptais de relever le défi. J'ai pris sur moi et j'ai commencé mes travaux de recherche pour réaliser justement les choses en temps et en heure, parce que j'étais quand même en stage aussi, je devais travailler, j'avais des recherches à faire, fait qu'il y avait quand même une dimension scolaire là-dedans. Donc moi qui étais plutôt arrivée dubitative, mais j'ai adoré ça. Pour dire vrai, là, ça m'a cultivée. Je suis repartie de là avec plein de connaissances, plein de nouvelles compétences et ouais, un peu plus, je devenais chorégraphe et enseignante. C'était vraiment une expérience enrichissante. Et j'étais surprise de moi parce que malgré les hauts et les bas en cours de route avec les jeunes, à la fin, tout s'était super bien passé, y compris le spectacle de fin d'année que je devais préparer avec eux. Et les jeunes en question étaient même devenus comme mes petits frères, en fait, on était devenus comme une famille. Donc tout ça pour vous dire qu'on m'a fait confiance dès le départ et moi-même, je ne me faisais pas totalement confiance, mais on m'a confrontée à moi en quelque sorte parce que j'avais beaucoup de points en commun avec ces personnes-là, qu'on le veuille ou non, sans que j'en sois consciente au début, mais indirectement, on m'a permis d'être réellement celle que je devais être. Je suis devenue celle qu'il fallait que je devienne et ça, c'est ça qui est magnifique. En surmontant les doutes et les peurs, on libère notre potentiel et on ouvre la voie à de nouvelles opportunités et réalisations. Lorsque j'apprenais l'histoire de ces populations, je me demandais mais comment expliquer que des frères afrodescendants déportés de l'autre côté ont conservé leur culture et leur patrimoine malgré tout ce qu'ils ont vécu, malgré tout ce qu'ils ont traversé et que même à ce moment-là, aujourd'hui encore, ils luttent encore pour conserver leur culture, leur héritage culturel, malgré la déconnexion à la terre-mère. Une déconnexion qui n'en est pas une finalement. Tandis que moi, née sur le continent, je connaissais à peine ma culture et ma tradition et plus encore, j'étais même entourée de personnes qui faisaient tout pour la rejeter. Donc, j'étais un peu confuse entre les deux. Alors, je comprenais qu'il y avait un bug, comme une inversion des rôles. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que beaucoup de mes semblables ne prenaient pas conscience de leur héritage culturel. Et qu'au lieu de le rejeter, en fait, il était temps de se le réapproprier. Car quelque part, d'autres font tout pour le conserver. Il y a des gens qui se battent pour préserver leur identité. Puis, il y en a d'autres qui font tout pour s'en détacher. Donc, c'est là que j'ai pris conscience que c'était important. Peu importe qui nous sommes. Et j'ai découvert ce proverbe africain qui dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et c'était exactement ça, en tout cas me concernant. Je ne savais pas où je devais aller et ce que j'allais faire, car je ne connaissais pas mon identité. Et ce vide que je ressentais venait de là. Venue en France petite, j'avais été déracinée, donc en manque d'ancrage, on va dire. Comme un arbre qu'on a arraché de son milieu naturel et qu'on va replanter ailleurs. Sauf que malgré les efforts, c'est comme si ces racines n'arrivent pas à bien intégrer le sol en question. Donc dans ce genre de situation, le but c'est pas de spécialement retourner en arrière et de regretter ses choix, mais de plutôt parfois juste trouver des éléments qui peuvent favoriser un meilleur drainage dans le sol par exemple. Et ces éléments-là, je les avais trouvés là-bas. Donc toute cette expérience m'a transmuté de l'intérieur. Dans mon volontariat, donc j'étais confrontée à l'autre avec un grand A. Autrui, comme on dit. Mais en réalité, il s'agissait de moi-même. Et c'est ça la leçon. Bon, une partie de moi à travers l'autre, bien sûr. Mais avec du recul, j'ai compris qu'en ayant accepté ce rôle, je m'étais acceptée avec mes forces et mes faiblesses, puisque ça impliquait une forme de lâcher-prise sur les jugements et les attentes que je me faisais. En plus, rappelez-vous, au départ, je ne voulais pas aller là-bas de base. Donc comme moi, parfois, vous pouvez être exposé à des nouvelles activités, des nouvelles perceptions, mais en acceptant, ça peut éveiller en vous des intérêts et des passions que vous n'auriez peut-être jamais découvertes autrement. C'est pourquoi il faut être en mesure d'explorer les obstacles qui peuvent vous empêcher de lâcher prise. Les questions que je vous invite à vous poser, c'est « Sommes-nous uniquement ce que nous avons toujours pensé ? Qui sommes-nous réellement finalement ? Parce que qui es-tu derrière ton emploi, tes études, ta vie de couple ou ta vie de famille ? Je parle comme ça, mais ça ne veut pas dire que tout est simple, j'en suis bien consciente. Là, j'ai parlé par rapport à mon expérience. On va dire que le chemin a été un peu tracé de façon positive par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Mais je suis consciente que ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Parfois, il s'avère que l'on peut se retrouver dans des situations plus compliquées. On fait face à des obstacles, des grands défis à travers un voyage. Et là encore,
Malgré ça, je ne le perçois pas comme quelque chose de négatif, puisque ça reste toujours instructif. Pourquoi? Parce qu'un voyage peut présenter des imprévus, mais au final, ces imprévus-là testent notre résilience et notre capacité d'adaptation. Justement, les surmonter, ça aide à renforcer parfois la confiance qu'on a en nous et parfois même révéler des forces intérieures qui sont insoupçonnées. Donc bien qu'il soit souvent synonyme de découverte et d'enrichissement personnel, je dirais qu'il faut être prêt à accepter et à apprendre quand on voyage, à vivre dans un monde qui ne fonctionne pas selon nos habitudes. Pour moi, il y avait par exemple de grandes similarités culturelles, mais ça restait différent sur de nombreux points. Et je suis consciente que si j'avais été dans un autre pays, même, je sais pas moi, en Chine, ça aurait été tout aussi autre chose. Ça aurait été totalement différent parfois. Je dirais que c'est les attentes que nous avons qui sont un véritable défi parfois, parce qu'on est confronté à la réalité sur le terrain et il peut y arriver qu'il y ait un décalage. Il peut y arriver qu'il y ait des écarts importants sur le plan culturel ou social par rapport à ce qu'on s'attendait. Et pour mon cas, ça par contre, je l'ai vécu quand j'étais arrivée en France, à la différence de quand je suis arrivée en Équateur. Donc un autre aspect aussi, en lien avec la confrontation par rapport à l'autre, parfois il arrive qu'on doit faire face à des comportements déplacés, des attitudes discriminantes, racistes ou même xénophobes. Et on peut tomber des nues parce que naturellement, ce n'est pas des réalités qu'on aurait vécues chez soi ou dans son pays d'origine. Mais là, quand on est étranger, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre à être exposé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. De la même manière, je parlerai de la langue, qui peut être un véritable défi, surtout quand elle est différente. Il arrive qu'on arrive dans un pays où on parle la même langue, mais le parler, les distinctions vont varier. Le français québécois, par exemple, c'est pas le français de France. Pourtant, ça reste le français. Et quand la langue elle est différente, c'est vraiment un challenge parce que la communication, elle est déjà beaucoup plus compliquée puisqu'on ne se comprend pas de la même manière. Je parle de la langue, mais j'ai envie de dire même l'aspect physique qu'on a, dans le sens où, par exemple, ma couleur de peau. Moi, quand j'étais là-bas, je me fondais dans la population parce que la population était assez mixte. Il y avait des blancs, des noirs, des métis, des indiens, équatoriens. Fait qu'il y avait un brassage quand même ethnique. Mais lorsque je prenais la parole, bon là, on savait que je n'étais pas de là-bas, dû à mon accent et à mon parler. Alors que dans un autre pays, les différences vont tout de suite se voir par rapport à la couleur de peau, par rapport à ce qu'on va dégager. Enfin, il va y avoir des éléments un peu plus visuels de premier abord qui vont interpeller la personne. Donc c'est sûr qu'un voyage, ça implique des enjeux au niveau de l'intégration. Et quand on est étranger dans un pays, pour certains, parfois quand ils te voient, ils pensent que tu es riche. Donc ils peuvent en profiter. Ils veulent en profiter, ils peuvent vouloir t'arnaquer parce qu'ils pensent que tu as de l'argent, alors qu'ils ignorent un peu comment tu es arrivé là. Des fois, tu n'en as pas du tout, mais eux, ils se disent, bon, la personne, elle a réussi à arriver là, elle est étrangère, elle est touriste, donc il y a moyen de gratter quelque chose. D'où l'importance de se faire guider, en fait, de savoir se faire petit, surtout, je dirais, et d'être vigilant, parce qu'on reste toujours à l'étranger et on n'est pas toujours conscient de tout ce à quoi on peut être exposé. Il faut donc se préparer, peu importe le voyage qu'on fait, vraiment c'est très important. Que le voyage soit sur du long terme ou du court terme, du moyen terme, il faut se préparer. Il faut être un minimum prêt psychologiquement pour affronter certains obstacles. Ça peut être très compliqué, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut demander des permis de travail, un visa, c'est un casse-tête en fait. Surtout quand on ne connaît pas la culture locale aussi, il faut essayer de se débrouiller par soi-même, donc quand on n'est pas guidé, ça peut faire vraiment mal quoi. On peut perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça va de soi pour certains, mais pour d'autres, ils ne le réalisent que quand ils sont sur place parce qu'ils minimisaient les efforts qu'il y avait à faire. Et ça peut être vraiment très embêtant et ça peut faire même très mal. Et on peut sortir très déçu même d'un voyage, parfois même brisé, chamboulé, parce qu'on ne s'attendait pas à tous ces bouleversements. Donc oui, c'est important de se préparer au minimum. Je parle sur tous les plans, même sur le plan financier, et j'ai envie de dire c'est même la base. Partir les mains vides, franchement, bon, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est quand même un peu risqué. Il faut être en mesure d'être indépendant financièrement quand on va loin, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va faire des dépenses. Même si le niveau de vie du pays en question est plus faible que là où on vivait, on va quand même devoir dépenser, il va falloir acheter des choses, le minimum vital comme on dit, et c'est pas forcément gratuit ces choses-là. Donc l'Équateur avait par exemple un niveau de vie plus faible qu'en France, mais j'avais utilisé toutes mes petites économies d'étudiante. Au retour de mon voyage, j'étais fauchée, j'avais plus rien. Donc en dehors du financier, j'insiste sur le plan psychologique. Se renseigner là où on va, c'est le minimum. Ça permet d'éviter des surprises basiques pour limiter le choc culturel en question. Si vous avez des personnes sur place, c'est encore mieux. C'est toujours utile parce que on peut éviter certains malentendus, mais ça ne gâche pas l'expérience.
Quand vous allez par exemple dans un pays où, admettons que les hommes et les femmes ne se mélangent pas, mais c'est bon à savoir. Parce que vous n'avez peut-être pas grandi comme ça, vous allez arriver là-bas, c'est important de le comprendre et de ne pas arriver en voulant faire les choses à votre manière. Ça peut parfois choquer mentalement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et c'est la même chose au niveau émotionnel. Imaginez si vous êtes dépendant affectif, où vous avez toujours été entouré, cajolé, en tout cas, si vous êtes peu autonome, vous n'avez jamais fait parfois les choses par vous-même. Quand on a toujours vécu avec papa, maman, là on peut être dans la désillusion totale. Je parle de quand on part seul. Maintenant, si vous allez à plusieurs en famille ou accompagné, c'est différent. Mais quand même, je pense qu'il faut vraiment se préparer. C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir être autonome. Il faut savoir être autonome, se débrouiller en fait. Moi, je me rappelle que depuis que j'étais jeune, j'étais déjà assez autonome. Et pour ce voyage-là, je me suis préparée, quoi. J'étais bétonnée, armée pour aller là-bas. Parce que faut pas oublier que je partais quand même aussi en Amérique latine. Et on a tous entendu un peu des histoires qu'on a en tête de violence, de drogue, qu'on entendait parler à la télé pour certains quartiers. Donc, il fallait se préparer. Je me rappelle que mes parents avaient un peu peur pour moi, forcément. Je m'en allais loin à l'étranger. On ne sait pas. Des fois, tu pars, tu ne reviens pas. Mais ça m'empêche que sur place, j'étais restée quand même sérieuse. Je me rappelle qu'il fallait quand même une discipline. Sur place, j'avais des consignes que si je me faisais agresser, il ne fallait pas que je cherche à me défendre parce que ça pouvait finir très mal, que je devais faire attention de ne pas sortir tard dans la nuit, de ne pas avoir des choses qui pouvaient attirer l'attention pour éviter de me faire voler. Donc j'évitais quand même d'attirer trop l'attention. Je vivais normalement, mais je restais consciente du potentiel danger qui était autour de moi parce que le danger en question, il était réel. C'était pas dans ma tête, dans mon imagination ou juste ce que j'avais entendu. Non, c'était une réalité. Donc ça, ce sont des points importants à ne pas négliger, mais qui font partie du jeu. Sans oublier, bien sûr, le meilleur pour la fin, c'est les démarches administratives. Rien de plus tannant qu'une bonne lourdeur administrative quand on va à l'étranger. Donc avec tout ça, vous comprenez que voyager, c'est développer une forme de résilience, oui, d'adaptabilité face aux défis de la vie. Clairement, c'est un moyen de prendre du recul par rapport à son quotidien, de voir sa vie sous un angle différent et d'identifier même ce qui est vraiment important pour nous, pour envisager les vrais changements. Moi, j'ai tissé des liens là-bas qui m'ont marqué à vie. Je n'avais même pas fait 1 an là-bas, mais je me rappelle que le jour de mon départ, avec ceux qui m'avaient accompagné à l'aéroport, nous étions tous en larmes. Et je ne voulais plus repartir. J'avais l'impression de partir de chez moi. Je ne voulais pas rentrer tout de suite. Mais le retour à la réalité, il était impératif. Fallait que je rentre, fallait que je fasse mon mémoire, fallait que j'avais du travail qui m'attendait. Mais c'est clair que le voyage nous transmute. Il nous ouvre de nouvelles portes, ça c'est certain, car on réalise qu'il n'y a pas qu'une seule façon de percevoir le monde et les choses. Mais pour ça, il faut être en mesure de surmonter nos doutes et les peurs qui sont liées au changement. Donc la redécouverte de soi est souvent accompagnée d'une évolution personnelle, où l'on se sent plus authentique et aligné avec soi-même, ce qui peut conduire justement à des changements de vie significatifs. Pour moi, ça a été une redécouverte de ma personne. J'ai pu justement anticiper mes inscriptions universitaires. La fin de cet épisode veut que je dise que j'ai pu savoir ce que je voulais faire par la suite. Donc c'était vraiment une nouvelle naissance. Voilà. Le voyage, c'est une initiation quelque part. De retour en France, j'étais plus la même personne. Une nouvelle personne venait de naître. Celle qui devait être là, tout simplement. Alors, à tous ceux qui vont vivre cette nouvelle naissance comme moi, ou qui sont en train de la vivre et qui en ont peur, sachez que si je n'avais pas accepté de vivre ça, de mourir en quelque sorte, je n'aurais pas pu renaître de nouveau. Tel un phénix qui renaît de ses cendres. Et je ne serais pas là à tenir ces propos. Donc ne fermez pas vos yeux et n'ayez pas peur d'affronter la vie parce que vos croyances vous mettent des limites et des barrières. Acceptez-vous ainsi que ce qui se présente à vous. Faites bien sûr preuve de discernement, toujours de discernement, l'esprit critique, mais sachez aussi accepter les signes que l'on vous envoie pour vous orienter. N'oubliez pas que tant que vous êtes vivant, vous êtes capable. C'était Tama, de Nouvelle Naissance. J'espère vous avoir fait voyager à travers ce récit. Mais on n'a pas fini, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Je vais me faire le plaisir d'interviewer une personne qui a beaucoup voyagé d'ailleurs et qui va à son tour nous partager son vécu en lien avec le voyage. Je vous dis à très bientôt et restez connectés. Bye bye.